Le problème du capitalisme mondialisé, c'est qu'il veut une rentabilité immédiate. Ce n'est pas la stratégie de la Chine. La Chine, elle va beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle, effectivement, elle marque des points et elle crée les conditions d'un développement national. Donc les pouvoirs politiques nationaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, nous, on trouve notre propre intérêt, alors que jusqu'à présent, les puissances occidentales, Exxon, Total, etc., considéraient que l'Afrique était un réservoir. Et dans ce réservoir, eux avaient les capacités politiques de piocher dedans et de faire ce qu'ils voulaient. Où est le développement en Afrique avec une telle logique? Une pensée pour les femmes de l'Est de la RDC à l'occasion du 8 mars, de tout le mois de mars, mois de la célébration des droits des femmes. Aujourd'hui, sur le plateau de Entretien du jour, je reçois André Bourgeault, qui est 4 fois chercheur émérite, donc directeur de recherche retraité du CNRS. Nous allons parler de l'Afrique à l'aune du nouvel ordre mondial. Bonjour André Bourgeault. Bonjour Sadio. Alors, qu'est-ce qui vous bouleverse tant dans le bouleversement mondial? Je crois qu'il faut d'abord présenter un peu le contexte de la mondialisation actuelle avec toutes les transformations et bouleversements en œuvre, en citant quelques exemples, et ensuite j'aboutirai aux conséquences de cette crise systémique de la mondialisation capitaliste, parce que c'est comme ça que je l'aperçois, pour les réalités africaines. J'observe que depuis une dizaine d'années, quand même, il y a des violences qui s'exercent un petit peu partout. Je vais en citer comme ça, un peu par hasard, pas par ordre chronologique, tout le problème du Proche-Orient. Bon, les affrontements qu'il y a entre Israël et le Hamas qui sont particulièrement inquiétants pour la paix mondiale, mais aussi pour l'affaiblissement des institutions internationales. J'observe qu'en ce qui concerne les affrontements militaires entre Israël et le Hamas, je pense qu'on peut les caractériser, qui s'apparentent en tout cas à une forme de génocide. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Je crois avoir entendu dire qu'il y aurait entre 40 000 et 50 000 morts du côté du Hamas. Et en même temps, je crois qu'il faut resituer le problème du Hamas. Il ne faut pas perdre de vue que le Hamas a été créé par Netanyahou et les États-Unis d'Amérique pour contrecarrer l'influence de Yasser Arafat. Lorsqu'il disait que pour avoir le pouvoir, il faut armer le Hamas. Voilà, c'est ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples de même nature sur la politique américaine et sur la politique d'extrême droite. Ensuite, le second point, c'est la guerre qui continue entre l'intervention de la Russie en Ukraine. On ne voit pas très bien quelles vont en être les issues. Et puis, chose maintenant caractéristique, qui a une signification de mon point de vue extrêmement importante, c'est l'élection de Donald Trump comme président de la République. Toutes les décisions, tout son programme, il l'applique à une allure vertigineuse, ce qui me permet de penser aussi qu'il y a probablement des arrière-pensées stratégiques sur le devenir des États-Unis d'Amérique. Tout ça dans un contexte que je caractérise comme une crise systémique du capitalisme mondialisé. J'insiste sur cet aspect-là parce qu'à chaque fois que le capitalisme connaît une crise de type organique, il en connaît en tant que régime et que système à peu près tous les 15 ans, mais des crises graves, systémiques, pratiquement tous les 25 ans. Dans une situation actuelle quasiment inédite à cause justement de l'élection de Donald Trump Oui, mais il y avait déjà des signaux pendant Trump 1. Pendant Trump 1, il y avait déjà des signaux lorsqu'il a décidé de mettre l'ambassade américaine déjà à Jérusalem. Oui, bon, ça c'est les relations avec le Proche-Orient. Mais toutes les mesures qu'il prend, suppression de l'USAID, ça lui rapporte quand même énormément d'argent. Toutes les suppressions qu'il fait sont toutes fondées sur de l'argent. Autrement dit, la question que je me pose, est-ce que les États-Unis d'Amérique ne connaissent pas aussi une crise financière? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce qu'il n'est pas en train d'accumuler de l'argent d'une manière très très importante avec une stratégie de nouvelles
position hégémonique des États-Unis sur l'ensemble du monde. D'où aussi des stratégies de rapprochement, voire d'alliance avec la Russie. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que c'est quand même, avant tout, un milliardaire. Oui, mais s'il y avait un problème de crise économique aux États-Unis, je crois que pendant la campagne, il se serait bien fait plaisir de le dire contre Biden, son prédécesseur. Oui, sans doute, mais là, je considère que toutes les mesures qu'il prend, c'est des mesures fondées sur le rapatriement de l'argent à utiliser sur le territoire de la Fédération des États-Unis, au détriment, justement, de tout ce qui gravite autour d'eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise particulière? Première hypothèse, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Ou deuxième hypothèse, est-ce qu'il ne va pas accumuler beaucoup d'argent pour réaffirmer une hégémonie universelle en tant que leader? Parce que se pose le problème suivant. Encore une fois, c'est une hypothèse. Je crois qu'il ne faut pas minimiser deux choses. La première chose, c'est l'existence de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui n'est pas n'importe quoi. Ça a été créé en 2001 par la Russie et la Chine, avec comme deux objectifs primordiaux, c'est-à-dire sécuriser la frontière commune entre la Chine et la Russie, simplement que 4300 km, c'est quand même énorme, et puis de stabiliser les États d'Asie centrale, c'est-à-dire l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, et j'en ai oublié encore un autre. C'était ça, dans ces contextes-là, ça s'est considérablement élargi au point où actuellement, dans l'Organisation de la coopération de Shanghai, vous avez l'Iran, vous avez l'Éthiopie maintenant, vous avez, je crois, 7 ou 8 pays, même une dizaine de pays. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante. Elle me paraît importante parce qu'il faut la mettre en relation aussi avec les BRICS. J'observe, c'est simplement une observation, qu'on retrouve à peu près les mêmes États de l'Organisation de la coopération de Shanghai dans les BRICS. Les BRICS, il ne faut pas minimiser le fait, c'est qu'ils représentent à peu près 30% du PIB mondial. Ce n'est pas n'importe quoi, avec comme objectif pour lutter contre la domination du dollar. C'est déclaré 30% du PIB mondial, 40% de la population mondiale, c'est quand même un poids énorme. Et donc, à partir de là, je me dis, mais est-ce que la politique de Trump d'extrême droite ne vise pas à contrecarrer l'influence et la montée en puissance, disons, des pays émergents pour parler à Mais dans le même temps, autant Trump, les États-Unis se rapprochent de la Russie, autant aujourd'hui, on voit une volonté de l'Europe de s'approcher de la Chine. Donc, dans ce cas, les BRICS perdent aussi un membre influent. Oui, alors il y a aussi une autre hypothèse, c'est que est-ce que derrière le rapprochement entre les États-Unis et puis la Russie, qui a quand même surpris beaucoup de monde, il n'y aurait pas une intention de fissurer le tandem Chine-Russie? Si telle serait l'intention de Trump, je pense que quelque part, il a fait une mauvaise appréciation des rapports de force. Ce qui pourrait peut-être conduire à ce que les pays coalisent, plusieurs pays coalisent, victimes de Trump, du système Trump en tout cas, coalisent contre le système américain. Oui, c'est fort possible. Établi dans une nouvelle situation où nos catégories qu'on utilisait jusqu'à maintenant dans l'ordre mondial actuel n'ont plus tellement de validité opératoire. Je vais m'expliquer plus concrètement. Le recours à la notion de multilatéralisme devient de plus en plus quasiment anachronique, le bilatéralisme aussi. En revanche, si je m'appuie sur la composition de l'Organisation de la coopération de Shanghai et puis sur les BRICS, j'observe que l'Organisation de la coopération de Shanghai n'a pas, comment dire, de supranationalité. Le fait qu'elle n'ait pas de supranationalité permet aux États qui composent cette organisation une flexibilité redoutable. Ça veut dire que leur attitude sera conditionnée par des contextes locaux, nationaux et internationaux. D'où une nouvelle force qui se dégage. Dans cette nouvelle force qui se dégage, on le voit bien par exemple sur la Libye. La Libye, après l'intervention franco-britannique et puis ensuite l'intervention de l'OTAN, bon...
il y avait des compétitions qui existaient entre la Turquie et notamment la Russie. Donc chacun joue sa propre carte dans des contextes complètement nouveaux. Donc dans ces contextes complètement nouveaux, donc, il y a des innovations qui permettent de penser qu'on assiste à des processus de mise en œuvre d'un nouvel ordre mondial. D'où la difficulté de faire des analyses globales, parce que l'histoire est en train de se faire. D'où cette complexité. J'insiste un peu sur cet aspect de non-supranationalité. L'Europe est supranationale. Donc ça crée les conditions, des difficultés pour développer des rapports d'alliance. Alors, question que je me pose beaucoup de questions et je n'ai pas beaucoup de réponses. Quels seraient les intérêts pour Trump d'avoir une armée européenne? Si ça va dans le sens de la constitution d'une armée européenne, je n'ai pas de compétences techniques et intellectuelles, mais je me pose la question suivante. Est-ce que cette armée européenne ne serait pas encore tributaire de la technologie américaine? Si tel en était le cas, ça satisfait aussi les objectifs de Trump. Mais en matière de technologie, en matière de technologie et des puces, les remorques, là, les puces remorques, c'est la Chine qui est en avant. Comment est-ce que l'Amérique, qui aussi dépend en partie de la Chine par rapport à tout à fait. Mais même sur les terres rares, on les trouve surtout en Chine. D'où le fait que, je fais peut-être une digression, mais la négociation avec le président ukrainien, c'était sur les terres rares. Parce qu'effectivement, il y a des terres rares importantes en Ukraine, et si le troc, c'est un troc scandaleux, je livre mon pays en vendant mes terres rares. Également aux États-Unis. Les États-Unis vont exploiter leur lithium en 2026. Ils en ont pas mal. Il y a des terres rares en Chine qui aussi a découvert du lithium chez lui. Et on a des terres rares, que ce soit au Canada, en Ukraine, ou au Brésil, il y a des terres rares. Je pense que les terres rares ne sont plus si rares que ça parce qu'il y a assez de pays qui en ont et qui pourront aujourd'hui se passer du piochage fait en Afrique pour agrandir leur économie. Je comprends ce que vous dites, mais si on prend en considération les stratégies américaines sur les ressources extractives, ils ont toujours eu comme pratique et comme objectif de puiser sur les réserves autres que leurs propres réserves, ce qui leur donne une puissance extrêmement importante. Et moi, je ferai le lien un peu avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont intérêt à avoir des terres rares en Ukraine, y compris aussi au Mali, parce que dans le Tamesna, il y a quand même beaucoup de terres rares, donc ça participe. Est-ce que les terres rares, par rapport au lithium du Mali, la Chine, qui travaille sur le lithium malien, la Chine est en train de mettre en place la possibilité de fabriquer des batteries avec de l'iode, c'est-à-dire pour pratiquement zéro. À quoi servira finalement cette terre rare et ce lithium que tout le monde convoite et qu'il y a assez de pays qui en possèdent aujourd'hui? Oui, bon, je ne savais pas que la Chine pouvait faire maintenant des batteries avec l'iode. Si. Bon, ça veut dire que c'est déjà commercialisable ou bien ça... Non, ils sont en train de travailler à le faire. Travailler là-dessus. Il y a déjà des expériences qui se sont passées, donc c'est faisable. Ça participe des innovations techniques et technologiques, mais ces innovations-là, elles sont porteurs de nouvelles situations politiques aussi. Moi, je ne fais pas de dissociation entre les deux. Ça sera une nouvelle ressource qui constituera des enjeux. Si je reprends la logique de mon analyse, même dans ce cas-là, ce qui est visé de la part de Trump, c'est la Chine. La Chine, c'est son compétiteur premier, beaucoup plus que la Russie. Donc, si dans sa stratégie, je fais une alliance avec Poutine et de ce fait-là, ça aura des incidences sur le tandem Chine-Russie, je pense qu'il commet une erreur. Il n'y aura pas. Dans l'état actuel des choses, on a bien vu au niveau des sanctions, la Chine est extrêmement prudente, n'a pas cautionné les sanctions, elle s'est débrouillée à trouver un vocabulaire qui fait en sorte qu'en définitive, elle a permis aussi à la réorientation et une réorganisation du commerce russe sur l'Asie. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours une possibilité de répondre à ça.
Donc maintenant, pour faire le saut sur l'Afrique, parce que c'est quand même quelque chose un continent qui nous anime depuis très longtemps, vous et moi, je prendrai comme exemple... Je rappelle que vous êtes le plus touareg malien des Français. Ouais, vous avez beaucoup travaillé dans cette partie du monde ouais. et que vous avez des liens, vous en parlez la langue et que ça vous a permis de vous déporter sur le reste. Ça a été impénétrant pour vous pour connaître l'Afrique en fait, voilà. en tant qu'anthropologue. C'est ça, si vous voulez, en tant qu'anthropologue, je ne vais pas décrire ce que c'est ma profession, mais je n'ai pas une démarche exclusivement d'anthropologie politique. Je fais toujours mes analyses en fonction des géostratégies nationales, mais aussi du contexte géopolitique, parce que ça donne une multiplicité d'éclairages et ça me permet de mieux comprendre quelles sont les réalités locales. Vous êtes au courant de l'installation des antennes de contrôle du désert par les Américains, par leur projet Pan-Sahel et Flintlock. Effectivement, bon, à l'époque, les Américains là, voulaient installer une base militaire en Afrique. Ils se sont fait jeter de partout avec Africom. C'est là une des raisons pour lesquelles Africom s'est réfugié à Stuttgart. Ils m'ont demandé de faire une conférence à Stuttgart, j'étais impressionné. C'est une ville dans la ville, c'est quelque chose d'immense, immense, immense. Donc là, déjà, il y a eu une hostilité à l'égard de la présence militaire en Afrique. Maintenant, au vu des propos tenus par Donald Trump, l'Afrique ne l'intéresse pas du tout. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça ne l'intéresse pas du tout. L'Afrique ne l'intéresse pas, pourtant, les coupes budgétaires qu'il fait rejaillissent énormément sur l'Afrique, à commencer par les apports de l'USAID et aujourd'hui, des centaines de nos confrères des journalistes qui vont être sans boulot en tant que correspondants parce qu'il a décidé de couper le financement de... C'est autant de financement qui va être utilisé pour sa future politique hégémonique. C'est-à-dire Trump, ça je ne comprends pas, parce que Trump n'a que 4 ans au pouvoir. Tout l'argent qu'il amasse, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'Amérique. Oui. Et donc, c'est pour son pouvoir, c'est pas pour l'Amérique. C'est pour son pouvoir, pour les 4 ans qu'il a au pouvoir. Absolument. Et donc, c'est une stratégie à courte vue qui n'aura peut-être pas plus d'impact que ce qu'il est en train de faire sur l'Afrique alors. Moi, je ne dirais pas que c'est à courte vue, parce que c'est une stratégie véritablement structurelle qui permet une nouvelle reproduction du capitalisme mondialisé sur d'autres bases, avec d'autres entités. Si dans 4 ans, c'est un républicain qui arrive au pouvoir. Le républicain, il fera ce qu'il veut. Pardon, si c'est un démocrate qui arrive au pouvoir. Ça, c'est la politique qui dirige. Hein. Voilà. On pourra changer de la politique, pourra re-signer aussi, le jour de son investiture, autant de décrets pour casser le Trump et ramener une politique plus démocrate qui sera moins capitaliste. Donc, si par ce raisonnement-là, quelle serait donc la stratégie finale de Trump? C'est pour ne pas être sûr de continuer au-delà de 4 ans cette politique qui lui permettra d'être ultra-capitaliste. Il met en œuvre une politique qui est celle des républicains. Il applique un programme, c'est ça qui est intéressant, il applique un programme démocratiquement élu. Mais pourtant, le même Trump... Il va pas appliquer une politique qui sera celle il y a beaucoup de républicains qui contestent la politique de Trump. Ça, je ne parle pas de l'opposition, je parle de ses orientations et des décisions qu'il prend. C'est ça qui m'importe. Ensuite, si après cette élection, c'est les démocrates qui arrivent au pouvoir, les démocrates auront une autre politique, mais je ne peux pas préjuger. Moi, ce que j'observe, c'est sur un laps de temps de 4 ans, dans une réorganisation d'un nouvel ordre mondial. C'est tout ce que je dis. En 20 ans, la Chine a su s'implanter en Afrique. En 20 ans, la Chine a su s'implanter en Afrique et peut-être de manière durable. Qu'est-ce que la France n'a pas compris de l'Afrique que la Chine a compris? La Chine a compris la chose suivante. C'est une appellation qui veut dire ce qu'il veut dire, mais c'est du gagnant-gagnant. Je vais vous citer un exemple, mais pas par rapport à la politique française en Afrique, par rapport à la politique occidentale, quels que soient ses fondements nationaux. Vous aviez des gisements pétrolifères, je crois qu'il faut dire, dans le Ténéré nigérien. Exxon trouve des gisements et est prêt à exploiter. Les autorités nigériennes de l'époque, je me demande si le président c'était pas Tanja ou bien Issoufou, je me souviens plus très bien, ils disent d'accord, vous avez du pétrole, mais nous on veut une raffinerie.
Exxon vous dit, mais vous plaisantez, nous on ne va pas vous faire une raffinerie. Sur un même gisement, les Chinois arrivent, vous voulez une raffinerie? On va vous faire une raffinerie. Pourquoi cette divergence politique autour de la même chose? La nature des relations change complètement. La Chine, ne vendant pas le pétrole ailleurs qu'à elle-même. Non, elle fait une raffinerie localement, donc elle développe. Pourquoi les autres refusent de faire la raffinerie localement alors? Mais parce que ce n'est pas leur intérêt. Je vais citer l'exemple suivant, du point de vue de la politique française. Un instant encore, je voudrais savoir pourquoi c'est de l'intérêt de la Chine de faire une raffinerie locale. Mais parce que ça a des retombées politiques et des retombées économiques qui travaillent beaucoup plus dans la durée que dans l'immédiateté. Le problème du capitalisme mondialisé, c'est qu'il veut une rentabilité immédiate. Ce n'est pas la stratégie de la Chine. La Chine, elle va beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle, effectivement, elle marque des points et elle crée les conditions d'un développement national. Donc les pouvoirs politiques nationaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, nous, on trouve notre propre intérêt, alors que jusqu'à présent, les puissances occidentales, Exxon, Total, etc., considéraient que l'Afrique était un réservoir. Et dans ce réservoir, eux avaient les capacités politiques de piocher dedans et de faire ce qu'ils voulaient. Où est le développement en Afrique avec une telle logique? Les Chinois disent, vous voulez qu'on vous fasse un pont? On va vous faire un pont. Vous voulez qu'on vous fasse... Donc la nature des relations change complètement. Ça ne veut pas dire... Tout en sachant que les Chinois ne sont pas forcément dans le respect de l'environnement. Oui, mais tout à fait. C'est pas ce que je veux décrire. Je dis à partir de ce moment-là, moi je n'ai pas une approche vertueuse de la coopération. C'est une catégorie qui pour moi n'a pas de signification politique. Donc c'est pas une question de vertu, etc. Chacun s'y retrouve. Les pouvoirs politiques en place, ils se disent, ah ben, si vous nous permettez une raffinerie, ça va changer aussi les relations de notre propre développement. Donc, effectivement, ils jouent la carte chinoise. Mais je voudrais continuer aussi sur les transformations sur l'Afrique. Il y a une chose, moi, qui me paraît intéressante, mais très contradictoire par rapport aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel qui s'est transformée en confédération, c'est pas n'importe quoi comme type de décision. Si on a une approche du rôle joué au niveau régional dans les conditions de lutte contre le capitalisme mondialisé et donc sur les conditions de sa reproduction, l'AES joue un rôle qui n'est pas négligeable. Mais elle joue aussi avec un partenaire qui est la Russie, qui est devenu pas moins capitaliste. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plus le référent idéologique n'est plus un référent de lutte. En conséquence de quoi, si les États souverains cités qui arrivent au pouvoir par les armes décident de changer des relations avec d'autres acteurs, c'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème, je n'ai pas de jugement à formuler, c'est les Français, les Russes, les Chinois, tout ce que vous voulez, c'est pas ça. Moi, je considère que je suis un observateur, je n'ai pas de point de vue politique, mais si eux prennent des décisions dans ce sens, ils savent pourquoi ils le font. Maintenant, si je veux avoir un regard plus objectif, dans une approche de la lutte contre le capitalisme mondialisé, c'est pas petit comme chose, parce qu'effectivement, ça crée une cohésion au niveau des États et ça va à l'encontre des entités politiques qui émanaient des anciens systèmes. La CEDEAO, c'est l'ancien système. L'AES, elle est porteuse de quelque chose de nouveau. Mais, de mon point de vue, grande contradiction, je persiste à ne pas comprendre pourquoi les militaires au pouvoir refusent systématiquement la liberté d'expression. On ne peut rien faire s'il n'y a pas de liberté d'expression, s'il y a une répression systématique, ça ne peut pas décoller. Qu'est-ce qu'économiquement ou idéologiquement ou politiquement la sortie du Niger et du Burkina, peut-être suivra le Mali, de la francophonie apporte à ces pays, aux pays de l'AES? Je pense que c'est un acte politique qui dit on affirme notre souveraineté, y compris au niveau culturel. La francophonie était l'instrument culturel de l'ancienne puissance coloniale, notamment, mais pas que, puisque c'est la francophonie. Dont l'idée originale est venue des Noirs, des Africains. Comment? L'idée originale de la francophonie est pourtant venue de Aimé Césaire, de Senghor et de Bourguiba. Dans un contexte politique complètement différent.
dans un contexte qui pouvait être libérateur. Est-ce que vous savez bien toutes les discussions qu'il y a actuellement contre l'usage du français, le retour aux langues vernaculaires. Moi, je veux bien, mais quelle langue vernaculaire quand vous êtes dans un État qui a 3 ou 4 langues qui sont parlées à peu près de la même manière? Donc ça se pose. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une décision fondamentalement politique. Il y a eu exactement le même cas au moment de l'indépendance en Algérie. Il fallait supprimer le français au profit de l'arabe. On a vu aussi ce que ça donnait. Ça a provoqué un déclin de la qualité de l'enseignement et ça a créé de nouvelles hiérarchies. Ça veut dire que l'élite au pouvoir issue de la révolution algérienne est arrivée. Ils ont envoyé leurs enfants où? En Europe, faire aux études. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Il y a des enjeux politiques sur la culture et sur les langues. Donc, encore une fois, cette décision qui a été prise, le Mali n'a pas encore pris de décision à ma connaissance, mais elle pas prendra. Encore. Mais on pense que ça pourra. Ouais, mais dans tout ça, que pensez-vous que l'Afrique devrait faire pour que, à l'aune de ce nouvel ordre mondial, elle puisse se bâtir? Alors je voudrais, pour répondre, pas d'une manière globale, mais d'une manière plus ponctuelle sur l'AES, l'AES actuellement scelle une alliance au niveau de la sécurité, donc au niveau politique. Mais il y a un élément nouveau, la déclaration qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussès, qui lui propose des relations de s'intégrer, oui, en tout cas de s'intégrer à l'AES. C'est pas petit comme proposition, c'est le port de Lomé. Donc le port de Lomé, il va drainer aussi le commerce de ces 3 États du Sahel. Donc ça va créer un nouveau type de développement. Ça, c'est sur le plan sous-régional. Maintenant, sur le plan régional, il y a quelque chose aussi qui me paraît intéressant. Une expérience, une innovation aussi au Burkina, où il y a des développements locaux sous forme de propriété coopérative, notamment à propos de la tomate. Donc vous voyez, toute cette situation libère, si vous voulez, des initiatives. Et c'est ça, l'AES me paraît porteuse de ces initiatives. En revanche, pour continuer là-dessus, si les autorités en place libéraient ceux qui sont en prison déjà, et puis la liberté d'expression, ça créerait une dynamique fantastique. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne s'appuient pas sur cette dynamique qui pourrait être fantastique. Il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés au pouvoir avec une mobilisation qui avait été faite par le M5 et RFP, qui a soutenu le coup d'État au Mali. C'est-à-dire il y a un soutien populaire énorme. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à analyser pourquoi. Mais apparemment, tout cela effrite et puis ils sont en train de faire ponction sur les avoirs des pauvres populations. Voilà, absolument. Malheureusement, c'est aussi la fin de notre émission. C'est déroutant pour moi parce que je ne comprends pas. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci pour l'invitation. À l'aune du nouvel ordre mondial avec André Bourgeot, qui est 4 fois, pendant 20 ans, chercheur émérite, donc directeur de recherche aux retraités du CNRS. Merci. Et entretien du jour, c'est une forte pensée pour les femmes de l'Est de la RDC, tributaires de l'invasion rwandaise dans leur pays. Merci à vous, Sadio.